voyez? Parce qu'on apprend par mimétisme, on fait par association. Vous voyez, quand on est petit, on associe toutes les choses. Vous avez été au bord de la mer et dans un petit paradis, mais ce petit paradis, ben, il vous est arrivé quelque chose de très très grave. Et ce petit paradis, vous n'avez plus avoir l'image du paradis, hein. C'est fini. Hein. Alors que les autres vont dire, mais attends, c'est génial cet endroit. Ah non, non, non. Okay. Donc on fonctionne par association. Et nous, on a des associations qui sont uniques. Vous voyez? Et donc, voilà, donc on regarde le monde à travers ces filtres, voilà, c'est comme ça. Mais c'est ça qui fait notre unicité. Sinon, on se ressemblera à tout le monde. Ça va, ce sujet, il est clair? Vous avez des questions par rapport à ça? Oui? Moi, c'est la question du regret. Du regret? Ouais, parce que je trouve que c'est personnel. Hein. Moi, j'ai des regrets, mais je les ai acceptés. Parce que d'une part, je ne peux pas faire avec, et puis parce que c'est peut-être plus simple. Mais, vous êtes résigné ou vous les avez acceptés? C'est pas pareil. Bah, je vis avec. Et en fait, pendant un moment, ils m'ont perturbé, maintenant, ils me perturbent plus. D'accord. Et après, il y a le côté de... J'ai connu des personnes qui, pour ne pas être dans le regret, sont toujours à regarder devant, et jamais regarder en arrière. Ouais. Et moi, le fait de regarder en arrière m'a permis aussi d'évoluer. Oui. Donc cette question de regret, pour moi, elle n'est pas claire, mais par rapport à ce que vous dites, j'adhère pas à 100% non plus, dans le sens il ne faut pas avoir de regret, parce qu'il y a le côté pervers là-dedans. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non. Pas dans le sens que vous le dites. Hein. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut, le plus possible, c'est ne pas avoir de regrets comme les personnes que vous avez décrites qui ont des regrets mais qui ne veulent pas les voir, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Oui. Attention, parce que là, c'est une personne qui ferme en fait, parce qu'elle ne veut pas voir, mais les regrets les suivent, ils sont accrochés de leur dos. Un jour, ils sont confrontés à ces regrets-là. Ils fuient, ils sont en fuite. Non, non, je suis simplement, si vous avez des regrets par rapport, essayez de les régler. Voilà, occupez-vous-en. Qui vous embêtent plus la vie, en fait. Enfin, c'est tout ce que je dis. Vous avez des dettes, vous avez des choses, ça peut être relationnelles, des dettes financières ou autres. Faites en sorte que vous ayez l'esprit en paix, en fait, tout simplement. Voilà. Et si, par exemple, quelqu'un est mort et vous vouliez dire quelque chose, il est mort, vous ne pouvez pas lui dire, vous pouvez lui dire quand même. Vous pouvez lui dire quand même, c'est pas un souci. L'idéal, c'est que vous fassiez ce que vous avez à faire. Vous pouvez lui écrire et la brûler. Voilà. L'idéal, c'est de vous vider, en fait. Vous comprenez? Ouais, pas que la personne reçoive le truc. Si elle peut, c'est ok. Parce que moi, il y a des personnes, des fois, vous allez lui dire je regrette, et elle va vous envoyer un tir. Quoi. Ok? Bon, elle ne peut pas l'accepter, ok. Mais vous avez fait votre boulot. C'est tout ce que je dis. Ok? Quelle est la différence au niveau des sensations entre le regret et le remords? Entre le regret et le remords? Le remords, c'est quelque chose. Le remords est un grand regret. Le remords est un grand regret. Le remords. Ben, je vois pas trop de. Moi, je vois pas trop de différence. Le remords, c'est quelque chose qu'on a fait. En général. Ouais, voilà. C'est le regret de l'action, pas de l'inaction. Donc le regret, c'était comme une sorte de fantasme, un projet, on n'a pas réussi à le faire. On est dans le regret, le remords, on a fait quelque chose et ça nous pèse sur la conscience. On est plutôt dans une question de temps alors. Le remords, ça a déjà été fait, le regret dans le projet. Moi, je mélangeais dans ce que je vous dis. Hein. Le regret, ça peut être, je regrette d'avoir dit quelque chose à quelqu'un et je le regrette. Ok. Mais le remords, c'est le regret que vous portez pour moi. Vous voyez, vous le portez. Vous avez du remords parce qu'il n'est pas évacué ce regret. Donc vous avez du remords. C'est la partie. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous le portez en fait. C'est les casseroles que vous traînez avec vous. Mais quand vous n'êtes pas heureux, regardez que souvent quand les gens ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils se comparent à quelque chose. Ils se comparent soit à quelqu'un, soit à une image idéale qu'ils ont d'eux, de ce qu'il faudrait qu'ils soient. Vous avez observé, il y a beaucoup de gens qui ont une image idéale inconsciente. Les gens très perfectionnistes en ont une très très grande.
Les gens timides aussi. Quand on combine les deux, c'est costaud. Voilà, quand vous êtes timide et perfectionniste, alors là, vous ne dites pas l'imaginaire. Et d'où est bien cet imaginaire? Est-ce qu'il vous appartient? Est-ce qu'un enfant est né en se disant ah, il faut que je sois vraiment au top du top? Du coup, n'importe quelle influence est mauvaise. Comment? N'importe quelle influence est mauvaise ou pas? Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis simplement qu'une influence vous influence. C'est-à-dire les parents, ils vous projettent, on a des projections sur les personnes. Voilà. Ces projections vont faire que vous allez vous comporter d'une certaine manière pour devenir qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? L'idée, c'est... vous ne pouvez pas lever les influences, tout le monde influence tout le monde. Maintenant, l'idée, c'est de voir, vous, d'une manière consciente, quelle influence vous acceptez, celle que vous n'acceptez pas. C'est pas que c'est mauvais ou pas mauvais, je dirais qu'une influence est adaptée ou pas adaptée. Vous avez un comportement qui est adapté ou pas adapté à la situation. C'est plutôt ça. Après, on y met une notion de bien ou de mal, mais ça, c'est un... Qu'est-ce que ça veut dire? Le bien à l'époque, c'est devenu du mal aujourd'hui, et le contraire. Avoir un esclave à l'époque, c'était bien, maintenant, c'est devenu mal. Manger la viande à l'époque, c'était bien, maintenant, pour certains, c'est devenu mal. Vous voyez, ça dépend des contextes. C'est nous qui créons tout ça, en fait. C'est nous qui créons la réalité, en fait, complètement. Il faut comprendre un truc très profond, c'est que c'est nous qui donnons un sens aux choses, à la vie. C'est que nous, hein. Personne d'autre. C'est-à-dire que quand nous naissons, je l'ai déjà dit à la conférence précédente, quand nous naissons, nous sommes confrontés à cette angoisse de la mort, en fait. Tout le monde est confronté à ça. Nous savons que nous allons mourir, que nous allons mourir, que le monde va disparaître un jour. Nous le savons. Notre corps est immortel, nous le savons. Donc automatiquement, nous allons chercher à avoir un sens, à donner un sens à notre vie. C'est naturel. Et qu'on arrive dans un monde où la culture a déjà donné un sens, eh bien on va y adhérer. Ok? On va y adhérer ou pas, si on considère que ce sens nous va dans le bon sens du terme ou pas. Vous voyez? Il y a des personnes comme des hypersensibles, par exemple, qui captent très rapidement les projections des gens, en fait. Comme on dit tout à l'heure, il y a des gens qui, très tôt, se rendent compte que les gens sont fous, que les parents sont fous, qu'ils jouent un personnage, en fait. Ils ont des masques. Quand vous êtes hypersensible, vous ressentez ça. Et donc, vous dire, mais je ne peux pas adhérer à ça. C'est faux, en fait. Les gens ne sont pas authentiques. Vous voyez? Donc, les hypersensibles, eux, sont capables de se décoller beaucoup plus rapidement de ce schéma-là. Vous voyez? Mais voilà, les autres ne le perçoivent pas aussi clairement. Il leur faudra beaucoup plus d'années pour le voir, s'ils le voient. Mais il y a des gens qui, voilà, je vous dis, il ne faut pas négliger la notion de survie qui est très importante chez nous, hein, très importante. Donc pour survivre, on est prêt à sacrifier beaucoup de choses, en fait. À donner beaucoup de nous-mêmes, hein, à faire des compromis pour survivre. Énormément, hein, plus qu'on ne le croit. Regardez ce que vous faites dans votre vie pour survivre, vous allez voir, c'est 80% de votre vie. Juste pour survivre. Ok? Donc, c'est important. Voilà, maintenant, c'est pas, la survie, c'est un aspect de la vie, on en a besoin. Hein. Maintenant, il n'y a pas que ça. La survie vous amène la sécurité. La sécurité vous amène, comme je disais tout à l'heure, une certaine joie, une certaine paix. Mais il y a la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. C'est quoi la sécurité intérieure? Oui, être bien soi-même, être en paix, être sûr que quels que soient les événements, on se débrouillera, on est capable de se débrouiller. Avoir confiance en fait à nos capacités de s'adapter à ce qui se passe. Et si vous avez cette confiance en vous, eh bien, en fait, vous n'avez plus besoin de la sécurité extérieure. Vous faites une maison, mais vous la perdez, vous savez que vous êtes capable d'en faire une autre. C'est pas grave. Donc vous sortez de la peur. Alors que si vous n'avez pas cette sécurité intérieure, cette confiance en vous, vous êtes obligé d'avoir une sécurité extérieure compensée. Vous voyez le truc? C'est simple, hein?
C'est simple. Ça paraît simple dit comme ça, mais voilà. On s'en rend pas compte. Mais c'est ça, en fait. Hein. Pareil, si vous n'avez pas d'amour intérieur, vous devez avoir de l'amour à l'extérieur pour compenser. Et donc, mais chaque fois, vous le payez. Parce qu'en fait, vous devenez dépendant du regard de l'autre. Dépendant de l'unicité de l'autre, de la manière de regarder de l'autre. Donc, si vous confrontez la manière de regarder de l'autre, ben, c'est cool. Si vous ne confrontez pas, on le voit bien dans les relations amoureuses. Je t'aime si tu te comportes de telle manière. Amour conditionnel. Il y en a qui ont des listes comme ça, quoi. Il y a des revendications, je ne dis pas. Il faut que tu sois comme ci, comme ça, tata. Donc si t'es comme ça, ok, ça marche. Par contre, il ne faut pas bouger. Ça, c'est mes conditions pour t'aimer. Sinon, vous voyez, c'est dur d'aimer quelqu'un d'une manière sans condition, c'est vachement dur. On aime parce que la personne existe, tout simplement. C'est pas beau, ça? Ce serait beau, un monde comme ça, quand même, franchement. On vous aime parce que vous existez, c'est tout. Il n'y a pas à vous aimer pour autre raison que ça. On s'en fout quand vous ressemblez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme équipe, on s'en fout. Vous existez, on vous aime. C'est génial. On vivrait dans un monde totalement en paix. Une créativité hallucinante. On aimerait tout le monde, alors. Ouais, vous aimeriez tout le monde, ce serait génial. Après, vous coucherez pas avec tout le monde, monsieur. Hein, c'est pas pour ça que vous allez coucher avec tout le monde, parce qu'on a des affinités. Mais vous auriez un amour quand même assez large. Après, il y a des affinités, on dit, voilà. C'est clair. Oui. Non, parce que du coup, là, quand on aime tout le monde juste parce qu'il existe, tout simplement parce qu'il existe, je dirais que c'est de l'agapé, enfin, ce qu'on appelait l'agapé. Mais du coup, le côté héros et filia là-dedans, ça fait comment? Parce que si on aime l'autre côté, l'autre personne, par exemple, du côté héros, c'est qu'on la liste là, comment on fait, c'est. C'est vrai, on se rend compte, et waouh, ou je sais pas moi, ou t'as un job, t'as pas de job, une maison, pas un chien, pas un chat, enfin c'est difficile, c'est 3 nuances qu'on a fait de l'amour. Ouais, je suis d'accord. Regardez comment. Alors. Rappelez-vous qu'on fonctionne par affinité quand même. Même si on peut aimer tout le monde, pour ce qu'il est, le reconnaître. On ne va pas habiter avec tout le monde, on ne va pas vivre avec tout le monde parce que ce qu'est la personne ne nous correspond pas. C'est pas pour ça qu'on va la juger, on va juste dire que ça ne correspond pas. Ta manière de vivre, de voir les choses ne nous correspond pas. Voilà, je te déteste pas pour autant. Voilà, c'est tout. Hein. C'est juste, j'ai pas cette vision-là. La différence entre discerner et juger. Discerner, bien sûr qu'il faut discerner. Il y a personne qui joue mieux du piano que vous, ou qui est un meilleur, je sais pas, acrobate que vous. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Bien sûr, il a travaillé 15 ans dessus, c'est normal qu'il est meilleur. Okay. Et vous ne comparez pas. On compare les choses qui sont similaires, c'est pas similaire. Oui, mais vu qu'on n'est pas similaire complètement, jamais personne n'est similaire. Enfin, voilà, donc ne vous comparez pas, ça sert à rien. C'est que dès que vous faites ça, vous vous tuez en fait. On peut apprendre ce qu'on parle aux autres. Comment? On peut apprendre ce qu'on parle aux autres. Pour moi, le problème de ce qu'on parle aux autres, c'est qu'on se dévalorise. Dès qu'il y a comparaison, il y a un sentiment de supériorité et d'infériorité. Comparer, vous comparez à un truc qui est plus ou moins. Les fameuses chaussures que je dis tout à l'heure, elles sont mieux faites que. Dès que vous voyez le mot comparaison, veut dire qu'il y a une notion de supériorité et d'infériorité, automatiquement. Employez notre mot alors, mais le mot comparaison, c'est ça. Mais on est dans un milieu, enfin, à la base, le milieu familial, le milieu scolaire, le milieu professionnel, on est tous confrontés à la comparaison. Tout le temps. Mais il est vrai, par mon grand âge, mon travail personnel, à force de travailler sur soi, on a une plus grande confiance et on fait abstraction du goût des autres. À partir du moment où il y a le respect, on se respecte et on respecte l'autre, on a moins besoin de plaire et moins besoin. Enfin, moi je le sens comme ça maintenant. Oui, vous avez tout à fait raison. Je sens moins de jugement. Enfin, et vous acceptez pas que moins besoin de juger. J'ai pas eu l'impression, pour ma fille, j'ai eu plus l'impression d'accueillir ma fille. Ah, c'est chouette ça.
Alors que par contre, ce que vous expliquiez dans l'exercice en fermant les yeux de l'accueil de notre naissance avec le père et la mère, j'ai complètement ressenti ma naissance personnelle. D'accord. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir mis autant de projection envers ma fille. Ben super, bravo madame. Mais c'est pour ça que je disais, je pourrais mourir. Pour moi déjà, c'est... Alors ma fille ne serait pas contente. Ouais. Par rapport à ma fille, ça serait peut-être embêtant. Ouais. Mais pour moi, par rapport à ce que j'ai reçu et par rapport à ce que j'ai vécu, je pars... D'accord. Vous n'avez pas reproduit un schéma? Ça a été très dur. Hein. Ouais. Voilà. Vous avez travaillé sur vous. Oui. Voilà. Ça sert à ça, le travail sur soi. Si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez travailler sur qui? Sur les autres? Mais par contre, je trouve ça dommage, ça veut dire que quand même, tout le monde à la naissance, on a quand même des influences. Oui. Et en fin de compte, il faut quand même quelques années pour les enlever, ces influences. Oui. Quand même. Oui. On est de civilisation de nettoyage. Voilà. Et on nettoie en fait. Je dis toujours, on est dans une génération de nettoyeurs. On nettoie en fait toutes les influences des parents. Il y a toujours un enfant dans la famille qui va nettoyer les influences parentales. Il n'y a aucun être qui naît sans avoir aucun nettoyage à faire, en fait. Oui, tout à fait. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a toujours un qui va porter ça. Nos parents ne pouvaient pas le faire, le nettoyage, parce qu'ils étaient occupés à notre survie, rappelez-vous. Nos parents, ils ont hérité d'un monde en guerre, c'était dur. Ils ne pouvaient pas s'occuper de ça, en fait. Ils ont reconstruit nos maisons, les routes, ils nous ont amené un certain confort. Le confort est fait, les générations suivantes, ils vont nettoyer l'émotionnel, en fait. Et quand vous nettoyez l'émotionnel, ce n'est pas que le vôtre, vous nettoyez l'émotionnel de vos parents et de vos ancêtres. Et nos enfants nettoieront ce que vous n'avez pas, ce que nous n'avons pas pu faire. Ok? Oui. Du coup, est-ce que c'est ça qu'on appelle être adulte? C'est par exemple la génération au-dessus ou la génération en dessous. Quand on est adulte, c'est du coup accepter ce qui correspond à soi et se détacher de ce que au-dessus ils ont voulu nous donner et de se détacher de ce qu'en dessous ils ont peut-être envie de... Oui, on pourrait définir ça comme plutôt la sagesse alors. Être adulte, c'est plutôt un niveau de maturité. D'accord. Ouais. Quand vous arrivez vraiment à vous détacher, à voir les projections, tout ça, vous êtes plutôt dans la sagesse. Okay. Après, quand même, la notion de comparaison est quand même inévitable dans le processus de maturation cérébrale ou même comportementale. Par exemple, tout simplement, si un être humain se retrouve tout seul dans la jungle, oui. sans autre comparaison des êtres humains, oui. S'il se fait accepter, ou même pour sa survie en lui-même, au fur et à mesure, il va sûrement adapter des mouvements qu'il va prendre autour de lui. Oui. Par rapport à des animaux. Par mimétisme. Il va mimétiser. En fait, notre première manière d'apprendre, c'est le mimétisme. Donc il va mimétiser, il ne pourra peut-être même pas parler, ou il va parler, vous savez, l'enfant sauvage. Ah oui, c'est oui. Voilà. Donc, en fait, au mimétisme. Mais si vous avez une société qui est plutôt épanouie, vous allez mimétiser une société épanouie, donc comportement épanoui. Si vous initiez une société qui n'est pas épanouie, automatiquement, vous allez mimétiser. Voilà, donc, je veux dire, c'est ça le problème. Si vous voulez faire évoluer une société, il faut qu'à un moment donné, il y a des personnes qui arrêtent de mimétiser des choses qui sont désharmonieuses, parce que vous les avez vues, vous les avez traversées, et proposer quelque chose d'autre. Oui. On ne demande pas d'enlever les comportements ou les conditionnements, on demande de les rendre de plus en plus harmonieux.